Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du partenariat économique entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, dans un monde qui change, un monde qui bouge, où les cartes, par moments, semblent être en train d'être redistribuées et surtout avec de nouvelles conceptions de ce qu'est le partenariat et le développement entre le Nord et le Sud. Une Afrique aujourd'hui qui a des nouvelles réalités qui ne sont pas forcément celles d'il y a 10, 20, 30 ans. Comment est-ce que l'Afrique et ses partenaires travaillent en commun accord aujourd'hui pour le développement gagnant-gagnant? Qu'est-ce qui a changé et surtout, quelles sont les approches aujourd'hui qui sont nécessitées pour justement travailler et surtout conjuguer des efforts communs afin de parvenir à ce développement gagnant-gagnant. Avec nous, ici, dans le studio de RBA, c'est la télévision rwandaise, nous sommes avec des personnes qui connaissent et qui travaillent beaucoup pour justement ce changement de conception, ce changement de paradigme pour qu'enfin ce développement puisse bénéficier à tout le monde. Avec nous dans ce studio, je commence par vous, Madame. Nous sommes avec Madame Elisabeth Moreno. Vous êtes dirigeante d'entreprise et femme politique et vous êtes aussi ancienne ministre, je précise bien, déléguée à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est dans le gouvernement Macron, c'est ça? Dans le gouvernement de Jean Castex, voilà. Absolument, entre 2020 et 2022. Je suis tout à fait ravie d'être avec vous. Bonsoir à tous les Rwandais et toutes les Rwandaises qui nous regardent. Voilà, tout le plaisir est pour nous de vous avoir. Qui dit Castex, bien sûr, Premier ministre sous la présidence d'Emmanuel Macron. Nous sommes également avec vous, Monsieur Christian Boissieu. Boissieu. Voilà, vous êtes universitaire, économiste et membre de l'Académie des technologies, c'est ça? Alors, moi je suis comme Elisabeth ravi d'être avec vous et je salue tous nos auditeurs. Je suis professeur. Téléspectateurs. Spectateurs, bien sûr, je n'oublie pas. Je suis professeur à la Sorbonne en économie, professeur émérite. Émérite, ça veut dire pas tout jeune, en bon français. Ça se voit, oui. Et je suis vice-président du Cercle des économistes qui organise justement les rencontres économiques dont j'imagine on va parler, qui vont avoir lieu à Kigali, donc ici, demain lundi et mardi, comme exemple de partenariat Nord-Sud, avec si possible la volonté de, dans un monde en crise, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, ce qui me frappe, c'est que il n'y a pas une crise aujourd'hui. Il y a plusieurs crises qui se conjuguent et le Nord et le Sud, nous sommes dans le même bateau. Bon, alors la pandémie n'est pas finie. Il y a une reprise de l'inflation un peu partout depuis 2021, la guerre en Ukraine, aujourd'hui les événements dramatiques du Proche-Orient, la crise climatique. Donc, je pense que pour avancer, pour relever les défis qui nous sont communs, il faut vraiment voir, et il y en a beaucoup, des espaces sur lesquels on a intérêt à travailler ensemble. Voilà. Qui dit Christian, quand il y a un Christian, il y a forcément un autre dans le parage. Nous sommes également avec vous, Christian Kamayou. Vous êtes directeur général de Akiba Business Partners. Vous êtes franco-camerounais, donc vous êtes un fils du continent, c'est ça? Exactement. Continent, j'ai dit bien le Cameroun. Exactement. Originaire du Cameroun. Oui. Je me définis comme un entrepreneur de la diaspora. Après avoir créé une entreprise à Paris que j'ai dirigée pendant 8 ans, depuis 4 ans, j'ai créé une activité de conseil et j'accompagne les startups et les PME du continent sur des sujets qui sont liés à leur financement. Et je connais le Rwanda depuis l'année 2014, donc depuis bientôt 10 ans. Et voilà. C'est un plaisir pour moi de revenir ici. Bienvenue chez toi. Voilà. Eddy, je suis un peu jalouse. Je ne vois pas pourquoi vous précisez que Christian est un enfant du continent et moi qui suis née au Cap-Vert,
Vous l'avez complètement Cap-Vert. skippé. C'est pas parce que le Cap-Vert Non. est plus petit que le Cameroun qu'il faut me le laisser de côté. Non, non, j'ai dit continent parce que je sais ce que ça veut dire. Quand vous arrivez au Cameroun, on dit bienvenue au continent. Dans le continent plutôt. Exactement. En fait, Je ne parle pas du continent africain, je parle du C'est pas continent. la compétition entre les pays. Non, mais c'est vrai, je non, rejoins. le surnom du Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Oui, c'est ça. Eh ben, moi, je voudrais bien qu'un jour on dise que le Cap-Vert est aussi l'Afrique en miniature. Je ne suis pas un enfant du continent, j'en suis désolé, mais je suis un ami Du continent. Et depuis 40 ans, et plus de 40 ans que j'ai enseigné à la Sorbonne, j'ai beaucoup d'anciens élèves au Rwanda, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maghreb. Et ça, j'ai tendance à dire, mes anciens élèves sont mes stock options. C'est-à-dire que c'est fantastique d'être prof de fac. Excusez-moi, ça ne veut pas dire que les autres métiers ne soient pas importants. C'est parce que vous avez une relation qui dure jusqu'à la mort du professeur. Voilà. Non, mais Ouais. c'est intéressant. Pardon, Edouard. Oui, oui, C'est voilà. intéressant finalement parce que Christian et moi, Christian Camaillou et moi, Camaillou, oui. on est des enfants de la diaspora. C'est-à-dire que on se rend compte aujourd'hui de plus en plus, et le Rwanda n'échappe pas à cette règle, que on peut naître ici, partir en Europe, aux États-Unis, en Asie, toujours avec cette envie de revenir à un moment ou un autre sur le continent pour apporter notre pierre à l'édifice. Vous m'avez présenté comme une ancienne ministre, mais j'ai été 2 ans ministre, j'ai passé 30 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise et dans ma dernière responsabilité, j'étais présidente du groupe Hewlett-Packard pour le continent africain. Et je trouve ça merveilleux que ces enfants de l'Afrique qui partent n'oublient jamais leur continent. Voilà, on n'oublie jamais d'où l'on vient. C'est très important. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà, disait l'autre. Alors, j'aimerais bien commencer, comme vous le dites bien, il faut savoir d'où on vient. Dans votre peau d'ancienne ministre, c'est vrai, vous portez aussi le chapeau de femme d'entreprise, l'entrepreneuriat, ça vous connaît. Mais comme souvent et toujours, la politique prend le dessus sur un peu tout dans la société et surtout quand on regarde le parcours, l'histoire du continent africain et ses partenariats avec par exemple ces anciens colons. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la manière dont l'Afrique traite avec le Nord? Moi, j'ai un regard totalement décomplexé. Je pense que Christian de Boissieu l'a dit tout à l'heure, le monde est en train de changer complètement. Et vous l'avez dit dans votre introduction, ce qui était vrai il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'est plus du tout vrai aujourd'hui. On a un nouveau regard sur le monde. Les cartes bougent beaucoup. Quand vous voyez les relations entre les États-Unis et la Chine, entre la Russie et l'Occident, bref, il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Il y a 50 ou 60 ans, si on prend les pays d'Afrique subsaharienne, les relations que nous avions avec la France étaient effectivement des relations d'anciens pays colonisés versus les pays colonisateurs. Aujourd'hui, il y a sur le continent des pays comme l'Inde, il y a des pays comme la Russie, il y a des pays comme la Chine. Il y a une multitude d'acteurs et donc ça crée une dynamique très différente de ce que nous avons pu connaître il y a quelques années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parlait de partenariat, ce n'était pas toujours un partenariat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui encore, on voit qu'il y a une forme de déséquilibre entre les partenariats nord-sud. Le continent africain n'y gagne pas toujours. On est un continent qui a un gisement de ressources naturelles extraordinaire, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les habitants de notre continent, les Africains et les Africaines, ne profitent pas encore totalement de ces gisements naturels. À quel moment est-ce que ce partenariat va devenir gagnant-gagnant et où les enfants, les filles et les garçons d'Afrique pourront bénéficier de ce gisement qui existe sur notre continent? Et puis,
On parle de partenariat nord-sud, mais il ne faut pas aussi oublier le partenariat sud-sud. Je vais vous donner un exemple très pragmatique. J'ai eu chaud au cœur quand j'ai appris que le président Kagame avait décidé il y a quelques semaines de rendre gratuit tous les visas pour tous les Africains qui vont venir arrivent au Rwanda. Eh bien, je trouve que ça, c'est un appel à la collaboration sud-sud, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, c'était le Sud qui apprenait du Nord, mais regardez par exemple avec le mobile money qui s'est développé de manière exponentielle. Qui a changé le quotidien des Africains. Changé le quotidien des Africains jusqu'au plus profond du continent. Et qui est allé aussi en dehors du continent, parce que le mobile money est aussi en train de se développer en Europe, par exemple. Pourquoi ça s'est développé davantage en Afrique qu'ailleurs? Parce qu'il n'y avait pas les solutions de financement, les solutions bancaires que d'autres pays ont. Donc moi je dis que l'Afrique n'est plus seulement dans une situation attentiste de regarder comment font les autres pour faire pareil. Elle invente, elle propose des solutions aussi. Et oui, ça, c'est aussi une clé extrêmement importante, parce que la manière dont le monde est en train de se reconstruire, les nouveaux besoins qui existent aujourd'hui partout dans le monde font que l'Afrique aura aussi son mot à dire dans les innovations, dans les développements de demain. Voilà, Christian Camaïou le dit très bien, l'Afrique a toujours malheureusement été considérée à certaines limites comme une vache laitière des grandes puissances, que l'Afrique ne proposait rien. En tout cas, c'est l'Afrique pendant longtemps considérée, qui n'a jamais répondu, par exemple, à l'appel de l'ancien président Senghor qui parlait du rendez-vous du donner et du recevoir, que l'Afrique ne proposait rien sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains on peut dire qu'ils ont pris conscience de leur capacité à répondre aux défis mondiaux, aux besoins du monde, pas seulement aux besoins du continent africain? Moi, je pense que si je regarde les choses avec le prisme de l'entrepreneur, je pense que la priorité, c'est quand même de chercher à répondre à des besoins locaux. Ouais. Et de mon point de vue, l'Afrique est une terre d'opportunités. Alors, si je dis que c'est une terre d'opportunités, c'est parce qu'en effet, il y a beaucoup de défis à résoudre dans le secteur de l'éducation, des infrastructures, la santé, etc., et que sais-je. Et tous ces défis qui sont à résoudre, c'est super parce que ce sont des opportunités entrepreneuriales. L'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est de chercher à apporter des réponses à un certain nombre de problèmes. Donc, si un entrepreneur, par exemple, répond à votre problème, vous êtes prêt à acheter le produit ou le service qui correspond à la réponse à ce problème. Donc, de mon point de vue, véritablement, avec la population africaine qui est plus jeune qu'ailleurs, avec tous ces défis qu'il y a à résoudre, je pense qu'il y a eu une prise de conscience depuis quelques années, et de plus en plus de personnes, par exemple issues de la diaspora, voient l'Afrique comme véritablement une terre d'opportunités où il y a plein de choses à faire. Terre d'opportunités, mais quand on rentre chez vous, Christian, quand on théorise un peu plus, on dit que l'Afrique c'est une terre d'opportunités, mais parfois ça se limite à parler de son potentiel et moins de ses réalisations. Par exemple, comment est-ce que l'économiste que vous êtes, on part du potentiel, des opportunités en réalisation? Écoutez, il y a ce que j'appelle des juges de paix, des indicateurs indiscutables. La croissance. L'Afrique, je regarde les chiffres, l'Afrique subsaharienne, en 2023, en 2024, a et va avoir une croissance qui dépasse la croissance mondiale, c'est-à-dire que
Elle contribue à servir un peu de locomotive dans un contexte où la Chine, je dirais malheureusement pour le monde, la Chine va moins bien qu'avant. Il y a un certain nombre de pays émergents qui étaient en avance sur d'autres qui s'essoufflent un peu. Et au fond, il y a 10 ans, on disait l'Afrique va être le continent du 21e siècle. Je n'ai pas changé d'avis. L'Afrique est le continent et sera le continent du 21e siècle, à condition de faire un développement durable. On va revenir, j'imagine, sur tout ça. Développement durable, développement soutenable et développement plus inclusif qui profite à plus de gens. C'est-à-dire tout le débat sur les inégalités que vous avez ici, nous, on l'a aussi au Nord. On l'a au Nord, dans tous les domaines, inégalité de revenus, de patrimoine géographique, ville-campagne, inégalité de génération. Donc là aussi, nous sommes dans le même bateau par rapport aux défis à relever. Et je voudrais revenir sur un point, parce que je pense que l'Afrique montre l'exemple sur beaucoup de sujets technologiques, d'innovation qu'évoquait Elisabeth, en matière monétique par exemple. L'Afrique est en avance sur l'Europe en matière monétique, et puis il y a d'autres sujets. L'Afrique est sur ce qu'on appelle la frontière technologique, c'est-à-dire elle n'est pas en retard sur beaucoup de sujets. Il y a les talents, il faut arriver à les garder ici, en Afrique. Il faut donc le problème de l'attractivité des talents, parce que le capital humain, c'est fondamental. L'investissement, c'est important, mais le capital humain, c'est fondamental. Il faut que l'Afrique trouve sa place dans la gouvernance mondiale. Alors, moi, je me suis battu depuis... quand on a relancé le G20, j'ai critiqué le fait qu'il y avait, et il y a encore aujourd'hui formellement, un seul pays africain dans le G20, l'Afrique du Sud. Heureusement, sous la présidence de l'Union africaine par M. Macky Sall, président du Sénégal, et d'autres efforts, l'Union africaine vient de rentrer dans le G20. Il faut que l'Afrique trouve sa place. Elle mérite de la trouver, il n'y a aucune raison qu'elle ne la trouve pas dans la gouvernance mondiale, dans les organismes internationaux. Pourquoi pas un jour prochain, un Africain à la tête du Fonds monétaire international. Pour l'instant, on réserve aux pays émergents souvent, pas tous, mais je pense au FMI, des postes de numéro 2. Et donc, voilà, rééquilibrage. Et le rééquilibrage des uns des autres facilitera le partenariat et le rendra, comme vous le disiez au début, gagnant-gagnant. Mais moi, je ne me fais aucune illusion. Je pense que Christian de Boissieu a raison. Il est grand temps que l'Afrique trouve sa place sur l'échiquier mondial. Simplement, on sait tous ici que ça ne se fera pas de manière aussi simple que ça. Et je pense que c'est une place qu'il faut prendre. Comment se fait-il qu'on puisse considérer qu'avec ses 60% de terres arables, l'Afrique soit le grenier du monde et qu'on ait malgré tout des Africains qui meurent de faim ? C'est complètement absurde. Comment se fait-il qu'on dise qu'on a suffisamment de barrages pour pouvoir électrifier tout le continent et qu'on a des enfants qui font leurs devoirs à la lumière de la bougie? Ça n'est pas normal. Donc je pense qu'il y a un véritable... Quand je vous parlais tout à l'heure de cette nécessité de construire cette relation sud-sud, c'est probablement pour rendre le continent africain beaucoup plus fort et beaucoup plus solidaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que si on regarde toutes les forces naturelles de ce continent, on aurait de quoi tenir et faire vivre nos 1,4 milliard d'habitants sans qu'ils prennent des pirogues de misère pour traverser la Méditerranée avec une chance sur 2 d'arriver à bon port. Et quand bien même ils arrivent à bon port, on peut les attraper et les renvoyer chez eux. Cette crise migratoire de cette jeunesse, parce que c'est une vraie richesse que nous ayons l'une des populations les plus jeunes du monde. Mais si cette population est prête à risquer sa vie pour aller à l'étranger parce qu'elle n'a pas de perspective d'avenir sur notre continent, c'est un vrai sujet. Donc oui, je suis d'accord, il est temps... Vous savez, l'Union européenne n'a jamais été aussi forte que quand elle s'est réunie. Quand on parle de tous ces pays, les États-Unis d'Amérique sont forts parce qu'ils ont trouvé un moyen de s'unir. Tant que nous, on ne trouvera pas un moyen de nous unir et de mettre à profit nos forces, nos richesses, nos intelligences, eh bien cette place sur l'échiquier mondial, on peinera à le trouver. On a un très bel exemple avec le Rwanda. Moi, je trouve que le Rwanda, c'est véritablement un symbole de l'Afrique. Pourquoi ?
parce que vous portez en vous toute la souffrance du continent africain et en même temps tout le potentiel. En 30 ans, vous avez réussi à construire votre continent de manière absolument magistrale. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les modèles de certains pays africains qui ont fait leurs preuves, qui ont réussi et qui montrent que ça marche et que c'est possible qu'on s'en sorte sans aller mendier de l'aide, sans aller envoyer nos enfants à l'étranger pour étudier. Eh ben, si on arrive à construire sur le continent ces moyens de subsistance, je suis sûre que notre place sur l'échiquier mondial, elle deviendra évidente et on n'aura pas à la mendier. Oui, Christian, là, vous vouliez rebondir là-dessus? On est bien d'accord sur le fait que ça ne va pas se faire nécessairement rapidement, qu'il y aura des oppositions, il faut être réaliste. Hein. Moi, je dis, je me bats en tant qu'économiste français, je me bats. Et là, je ne raisonne pas en tant que Français, je raisonne plutôt en tant qu'économiste qui s'intéresse aux affaires du monde, pour que l'Afrique trouve sa place dans la gouvernance mondiale. Alors, il y a des oppositions, il y a des obstacles, il y a des intérêts. Bon, je vais donner un exemple précis. Je me suis battu pour que Paris accueille l'Expo universelle de 2025. Bon, puis finalement, on a retiré notre candidature. C'est Osaka qui va faire l'Expo universelle. La prochaine, elle sera peut-être à Riyad. Il faut que l'Afrique aussi trouve sa place sur ce genre d'événements qui paraissent seconds par rapport aux problèmes de la faim, aux problèmes d'inégalité, aux problèmes d'injustice, aux problèmes d'opposition éventuelle entre les villes et les campagnes. Sauf que ça crée des opportunités sur le économiques. Rwanda, un mot. Moi, c'est ma première visite et je suis ravi d'avoir l'occasion de venir vous voir. J'ai été très impressionné, effectivement, par les performances économiques de ce pays aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous regardez les chiffres, le taux de croissance du Rwanda, c'est à peu près 2 fois le taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. Quand l'Afrique subsaharienne est à 3 ou 3,5, le Rwanda est à 6 ou 6,5. Alors, nous sommes à 7,5 aujourd'hui. Bon, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel important. Ensuite, si vous voulez, quand le gâteau augmente, c'est plus facile de traiter les problèmes de répartition que quand il diminue le gâteau. Mais il faut profiter du fait que la taille du gâteau augmente avec la croissance pour aborder les problèmes de la transition énergétique et écologique. Et là, je pense que mes deux camarades sont d'accord, c'est typiquement un domaine dans lequel le partenariat Nord-Sud doit fonctionner. La COP21 à Paris en 2015 avait pris un engagement qu'elle n'a pas bien tenu. Quand on a dit en 2015, il faut que le Nord transfère vers le Sud, en particulier l'Afrique, 100 milliards de dollars par an. On attend toujours, ce sont des promesses qui n'ont jamais été tenues. Disons qu'il y a une partie qui est arrivée, passée, mais moi je le critique. Mais une partie qui n'est pas à la hauteur des défis et de la demande. On est bien d'accord, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire c'est génial, je suis en train de vous dire c'est pas bien que le Nord n'est pas... C'est déjà un bon début, le fait de s'engager, de comprendre le rôle. Mais il faut... Moi, j'ai fait partie des gens qui ont dit, à l'occasion d'un problème apparemment technique, mais éminemment géopolitique, quand on a fait une nouvelle allocation de droits tirages spéciaux, et que la France et d'autres pays ont dit, nous, on a peut-être un peu moins besoin que les pays du Sud, on va redistribuer une partie de cette allocation de nouvelles liquidités vers le Sud. J'applaudis, moi, si on peut aider... Parce que sur le plan écologique, sur la planète, on est dans le même bateau, il n'y a qu'une seule planète. Et donc, le nuage ne s'arrête pas. Peut-être qu'il faut quand même préciser que le financement de la transition écologique, c'est un défi, pas seulement pour le continent africain. C'est aussi un défi... C'est un défi mondial. C'est un défi mondial. Et donc, pourquoi je vous dis que... Un défi mondial, mais quand même l'Afrique est vue, considérée comme une réponse à ce défi. Mais en fait, Eddy, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le continent le moins pollueur. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut que nous prenions notre destin en main, c'est parce que vous ne pouvez pas aller régler les problèmes des autres si vous êtes déjà en train de vous battre avec vos propres problèmes. Alors, c'est vrai que le continent africain est celui qui pollue le moins et à qui on demande quasiment le même niveau d'effort que ceux qui polluent le plus. C'est d'une injustice sans nom. Mais
le problème de l'Europe aujourd'hui, et vous le voyez, pas seulement l'Europe, mais du monde, c'est qu'il y a tellement de problèmes. Il y a les guerres, il y a les conflits, il y a les inégalités explosives. Soyons conscients et mettons un peu de bon sens là-dedans. Pourquoi je prie pour que enfin le continent africain parvienne à créer un véritable partenariat entre les pays du Sud? C'est parce que cette coalition-là, c'est celle qui nous permettra de régler au niveau global des problèmes qu'on n'est pas capable de régler seul. Et tant qu'on attendra que d'autres pays qui sont déjà en train de se battre avec leurs propres difficultés viennent résoudre nos problèmes, on n'y arrivera pas. Il faut être réaliste et il faut avoir du bon sens. Tu ne vas pas aller régler les problèmes de la maison de ton voisin si la tienne est déjà en train de brûler. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, par conséquent, oui, les partenariats Nord-Sud sont essentiels parce qu'on a des choses à s'apporter, mais moi, je crois qu'il faut absolument qu'on renforce notre gouvernance sur le continent africain pour qu'on ait de véritables associations, de véritables partenariats et qu'on s'enrichisse mutuellement. Et à ce moment-là, on commencera à trouver des solutions à des problèmes qu'aujourd'hui, on ne peut pas gérer seul. Alors, Christian, vous avez un mot à placer. Est-ce que, déjà, dans ce même ordre d'idées, vous êtes d'accord que l'Afrique doit d'abord balayer devant sa porte et elle doit parler d'un même langage pour être entendue par ses partenaires au Nord? Est-ce qu'il y a un problème déjà de parler un même langage en Afrique? J'avoue que je ne sais pas. Est-ce que, ce que je peux dire, par exemple... parce que tout à l'heure, on parlait de l'Union européenne, par exemple, qui a une même position sur tel ou tel autre sujet. Pas toujours. Hein. Non. Enfin, dans la majeure, en tout cas dans la plupart des situations. Par exemple, si on parle d'économie, je parle sous le contrôle du professeur, est-ce que les économistes africains partagent tous les mêmes diagnostics et les mêmes solutions? Non, mais aux États-Unis, ils ne partagent pas. Personne. Heureusement qu'il y a des différences de point de vue. Oui, bien sûr. Le problème, c'est pas tellement les différences de point de vue, c'est qu'on dépasse ces différences de point de vue pour faire avancer les problèmes et qu'on trouve des solutions. On est bien d'accord. On est d'accord. Mais ce que j'ajouterais, c'est que je ne suis pas économiste de profession, mais c'est pas grave, ça. Vous êtes entrepreneur. Vous n'êtes pas très loin, quand même. En fait, il me semble que les économistes africains ne sont probablement pas suffisamment audibles à l'échelle nationale dans leur pays ou à l'échelle internationale. Disons les choses clairement. C'est une impression que... ne parlez pas comme un politicien. Ne parlez pas comme un politicien. Est-ce que les économistes, je veux le dire pour vous, pour faire avancer, est-ce que vous voulez dire que les économistes ne sont pas écoutés par les hommes politiques? Parce que j'ai dit que la politique définissait le chemin, la direction que nos pays prennent par rapport déjà à la configuration actuelle. Sinon, et même notre passé est souvent, malheureusement, conséquence des bonnes ou mauvaises décisions prises sur ce continent. Alors, pour vous, vous voulez dire que les économistes devraient être entendus davantage ou pris en considération? Ce que je veux dire, c'est que les économistes africains qui ont le plus de visibilité ou de notoriété travaillent probablement pour des organisations internationales et ceux qui sont, par exemple, des universitaires locaux ne sont pas suffisamment visibles ou audibles. Ou peut-être même les solutions locales. Parce que je vous donne un exemple. Stanislas Zézé a créé une agence de notation pour le continent africain et sa société Bloomfield va à l'écoute des différents pays africains et va chercher... Voilà, Stanislas qu'on salue. Il va aller accompagner les différents pays africains avec les mêmes KPIs, avec les mêmes indicateurs de performance qu'on peut trouver à l'extérieur. On sait bien qu'il nous faut des solutions locales pour coller à la réalité de nos terrains.
Est-ce que nos gouvernants vont se dire « je vais travailler avec Bloomfield » ou est-ce qu'ils vont plutôt se dire « il vaut mieux que j'aille travailler avec des acteurs européens ou américains parce qu'en termes de renommée et de réputation, ça me donnera davantage de crédibilité, etc. etc. » Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vaut la peine de se poser les questions. Moi, je me demande, on dit beaucoup que l'Afrique a du mal à trouver des financements. Pourquoi ? Parce que tant qu'on appliquera sur le continent, je parle là des financements privés, tant qu'on appliquera sur le continent strictement les mêmes règles qu'on applique dans des pays qui avancent beaucoup plus vite sur ces sujets-là, on aura forcément, nous, sur le continent africain, beaucoup plus de difficultés parce qu'on part de plus loin. Donc, je me demande s'il n'est pas temps que nous appliquions sur le continent des solutions qui collent à la réalité des Africains et des Africaines plutôt que d'aller copier sur des pays qui sont beaucoup plus avancés sur ces sujets que nous. Complètement d'accord, mais ça rejoint des propositions que nous avons faites au Cercle des économistes depuis 2-3 ans, et là je crois que nous convergeons sur le fait que l'Afrique est mal traitée par les agences de notation qui sont généralement, les 3 grandes sont américaines. Elles seraient européennes, ça serait le même problème. Je veux dire, c'est des agences qui viennent du Nord, il faut, alors Bloomfield, très bien, c'est un début, c'est peut-être plus qu'un début, il faut créer une grande agence de notation panafricaine qui permette aux pays africains de s'endetter à des taux d'intérêt plus bas, dans un contexte où dans le monde, partout, les taux d'intérêt ont monté. Et le problème de l'Afrique aussi, je parlais de l'inflation tout à fait au début et rapidement, c'est que l'inflation prend dans la figure des décisions de politique monétaire et taux d'intérêt qui sont fixés où au Nord, aux États-Unis, en Europe, etc. Et les pays africains sont obligés de suivre, d'augmenter leur taux d'intérêt, sauf à prendre le risque de voir leur monnaie baisser sur le marché des changes. Et je voudrais prendre un deuxième exemple très concret de ce que disait Elisabeth, si vous permettez, sur la nécessité pour les Africains de faire de la coopération, par exemple, dans un autre domaine financier que celui des agences de notation. Aujourd'hui, sur le continent africain, vous n'avez pas une place financière suffisamment développée. Vous en avez plusieurs qui sont émergentes et qui n'émergent pas toujours. Il y a Casablanca, il y a Abidjan, qui n'est pas complètement en mise de la guerre. Il y a Kigali aussi qui monte. Il y a Nairobi, il y a le Maroc. Kigali qui se bat aussi. J'ai dit Casablanca. Maroc. Vous avez Le Caire, Alexandrie, etc. Mais ce que nous proposons, nous, Cercle des économistes, ça suppose de la coopération politique. Le problème, il n'est pas technique, il est politique. Voilà, vous revenez à ce que je disais tout à l'heure. Politique pas au sens droite-gauche, politique au sens de projet de société. Et c'est ça qui est plus intéressant dans le politique. On propose techniquement de mettre en place des réseaux de coopération entre plusieurs places financières pour qu'au bout du compte, le continent africain puisse avoir 1 ou 2 places financières suffisamment liquides et développées pour attirer encore plus de capitaux. Mais aujourd'hui, quand on considère déjà le continent africain depuis plusieurs années maintenant traîne avec lui les dettes. Il y a par exemple les institutions du Bretton Woods qui ne sont pas forcément, qui ne rendent pas facile la tâche des Africains. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, par exemple, que l'Afrique puisse, je ne dis pas se détacher, mais s'épanouir ou sinon voler sans être attaché à ces institutions? Oui, mais alors je ne veux pas accaparer la parole, mais rapidement. Vous faites référence à ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est le siège du FMI, de la Banque mondiale, avec une doctrine qui a été classique, trop classique, d'évaluation, politique budgétaire restrictive, ce que j'appelle en français le petit roast-beef puré, le truc tout fait qu'on impose. Heureusement, les organismes de Washington ont un peu évolué. Et nous, justement, nous avons proposé, nous, Cercle des économistes, qu'on remplace le consensus de Washington par un consensus africain. C'était à Dakar, lors d'une conférence il y a 3-4 ans, où on a défini un certain nombre de principes. Sur la question de la dette, parenthèse, qui est très importante pour vos pays africains. C'est sûr. N'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls à être surendettés. Oui. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle la France, où la dette publique est pas mal, si je puis dire, pas mal développée, et où
je veux dire, avec les crises dont on a parlé, le Covid et tout ce qui a suivi, un peu partout les déficits publics et les dettes publiques ont augmenté. Sans oublier, cher autre Christian, les dettes privées. Moi, je m'intéresse aussi au problème des dettes des entreprises et des particuliers, qui ont beaucoup augmenté depuis quelques années. Donc, on vit dans un contexte très compliqué. Je pense que les propositions que nous avons faites les uns les autres autour dans votre studio, là, en disant il faut que les pays africains puissent s'endetter à des taux d'intérêt plus bas, ça va dans le bon sens. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez effacer la dette. Et je pense qu'un pays n'a pas intérêt à renier sa dette. Parce que si jamais vous, du jour au lendemain, on l'a vu avec certains des pays d'Amérique latine, si vous dites voilà, je répudie ma dette, vous n'avez plus accès au marché après. Donc il faut trouver une manière de jouer dans le temps sans casser le social. Il ne faut pas que le surendettement empêche de traiter les problèmes économiques et sociaux. Aujourd'hui... Non, mais ça, c'est essentiel, parce que de toute façon, on ne peut pas parler de véritable développement d'un pays aujourd'hui si on laisse de côté les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes en situation de vulnérabilité. Si on ne s'occupe pas de l'environnement, c'est plus possible. Aujourd'hui, on voit les limites du développement à outrance, on voit les conséquences que ça a sur notre planète. J'espère qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs sur notre continent. Et l'aspect social sur notre continent, il est absolument essentiel. Parce qu'on le disait tout à l'heure, pour vous, le développement doit être inclusif. Ah, mais c'est essentiel. Vous savez, on doit amener tout le monde à bord. J'ai eu la chance de rencontrer Sonia Rolland il y a quelques jours et j'ai voyagé avec notre secrétaire général de la francophonie. Je crois que le Rwanda, en termes de compréhension de ce que c'est que l'économie inclusive, de ne pas laisser les femmes sur le côté, parce que c'est vrai que le continent africain est l'un des continents qui a le plus de femmes qui entreprennent. Mais elles n'entreprennent pas parce qu'elles ont envie de devenir patronnes, parce qu'elles veulent diriger leur propre entreprise. Elles entreprennent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ont besoin de manger, elles ont besoin de nourrir leur famille. Mais cet entrepreneuriat, Christian le disait tout à l'heure, c'est bénéfique, c'est salutaire. Si on accompagne cet entrepreneuriat, c'est tout le pays qui en bénéficie. Et le Rwanda, pour le coup, c'est un véritable modèle de comment on fait de la place aux femmes pour qu'elles participent au développement économique d'un pays. Et pourquoi on a eu besoin des femmes ? Quand on a eu besoin de reconstruire le Rwanda, on ne s'est pas posé la question de savoir qui est une femme, qui est un homme. On est allé chercher les compétences et les capacités où qu'elles se trouvent, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Eh bien, il faut faire la même chose avec notre jeunesse. On a une jeunesse qui est super connectée, qui maîtrise très bien les outils du numérique, qui a envie d'apprendre, qui a envie de travailler, qui veut des perspectives d'avenir. Alors oui, il faut, pour que le développement ait du sens, il faut qu'on embarque les femmes, il faut qu'on embarque nos jeunes, et évidemment, les hommes, eux, sont déjà dans l'aventure. Mais il n'y a aucun pays qui se développe sans l'entrepreneuriat. Christian, on parle bien de l'entrepreneuriat. Vous êtes un exemple de réussite parce que non seulement il y a ce que vous avez fait à votre niveau, mais vous avez pris également l'initiative d'aider les autres à se relever et surtout à aller dans la bonne direction. Maintenant, il y a une question qui se pose aujourd'hui en Afrique. C'est un pays, Madame Moreno le disait, avec une jeunesse à un pourcentage très élevé. Les cerveaux sont là. Mais il se pose aujourd'hui une question, par exemple, du financement. Quand on parle de start-up, par exemple, on sent que les institutions financières ne s'empressent pas, par exemple, à aider les start-up à démarrer. Qu'est-ce qu'ils craignent, par exemple? Ou aussi, en répondant à la question, comment faire des start-up en Afrique viables et surtout, comme on dit, bancable. Comme, par exemple, j'emprunte un peu le langage du professeur Christian. Alors, pour ce qui concerne le financement, quel que soit le pays, financer une start-up c'est toujours risqué, quel que soit le pays. Ce sont des entreprises en phase, je dirais, de démarrage, gestation, qui construisent, qui sont encore en train de construire leur modèle. Mais on considère que ce sont des startups. Dans le start, il y a le up qui est très important, qui sont promises à un bel avenir
si les entrepreneurs exécutent correctement leur business plan. Maintenant, pour ce qui est du financement, quand on parle du terme bankable, les banques ne financent pas ce genre d'activité. Ce qui fait défaut principalement en Afrique, sur le continent, le montant des investissements vers les startups ne cesse d'augmenter d'année en année. Mais ce qui fait défaut, c'est le premier maillon du financement, c'est-à-dire l'amorçage. Vous aurez beaucoup plus de mal à trouver quelques centaines de milliers de dollars. Mais par contre, si vous recherchez plusieurs millions de dollars alors que vous avez déjà franchi certaines étapes, ce sera beaucoup plus facile. Autrement dit, ceux qui financent l'amorçage de ces activités, on les appelle des business angels. Ce sont des personnes qui ont un patrimoine financier significatif et qui choisissent d'allouer une partie de leur patrimoine au financement des jeunes entreprises. Par exemple, dans des pays comme la France, les États-Unis, beaucoup de startups se sont développées généralement via des entrepreneurs qui eux-mêmes ont connu le succès et qui ont choisi donc en retour de s'impliquer sur les jeunes pousses. Donc ce qu'il faudrait, clairement, pour faire simple, il faut que les entrepreneurs africains à succès investissent auprès des jeunes pousses. Et alors, pourquoi déjà ces investisseurs attendent qu'on puisse traverser la vallée de la mort pour enfin nous reprendre de l'autre côté? Pourquoi ne pas nous prendre la main et nous aider à traverser cette vallée de la mort? Non, je pense qu'il y a une culture du risque à adopter. Il y a une culture du risque à adopter. Vous savez, lorsque vous avez par exemple des entrepreneurs qui ont construit leur fortune dans des modèles traditionnels, ils ne vont pas investir du jour au lendemain dans la tech. Ouais. Donc voilà, donc il faut que des entreprises de la tech réussissent, qu'il y ait des exemples de réussite, pour que cela puisse, je dirais, susciter des vocations auprès des investisseurs. Et peut-être qu'il faut dire la vérité aussi, Christian. Moi, ce que j'entends beaucoup, parce que je travaille en ce moment sur un fonds d'investissement, dans un fonds d'investissement à impact social et environnemental qui s'appelle Ring Capital. Moi, ce que j'entends beaucoup des investisseurs quand je leur dis « mais pourquoi vous n'allez pas en Afrique ?» Souvent, ils me parlent de l'instabilité. Ils me disent « mais tu te rends compte, en 1 an et demi, il y a eu 8 coups d'État. Et donc, nous, on veut bien mettre notre argent, mais on veut être sûr qu'on va le récupérer. C'est une vérité. Retour à l'investissement. Le retour sur investissement. Il y a donc la question de l'instabilité. Il y a la question de la corruption. La corruption existe partout. La corruption existe dans le monde entier. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur 4 continents. La corruption existe partout. Mais quand tu cumules... Les mesures maintenant mises en place pour la combattre et surtout... Exactement. C'est là que la différence se crée. Exactement. En fait, si tu cumules les instabilités, si tu cumules la corruption, si tu cumules la distance... Parce que tu vois, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est 54 cultures, c'est plus de 3000 langues. Et bien, tout ça fait que les investisseurs classiques et traditionnels, et Christian le disait bien, les business angels, ils vont préférer investir là où ils sont, où ils connaissent, où ils parlent la même langue, où ils savent que les choses peuvent bien se passer, plutôt que d'aller prendre le risque d'investir loin sans savoir comment les choses vont se passer. Et bien, c'est pour ça aussi qu'il faut stabiliser nos structures, qu'il faut rassurer, qu'il faut continuer de lutter contre la corruption pour rassurer ces investisseurs et leur donner envie de mettre leur argent sur des startups africaines comme ils le font sur des startups françaises, sur des startups hollandaises, sur des startups américaines. Si je me permets de rajouter quelque chose. Première idée, ce que l'autre Christian développe, la difficulté dans les premiers étapes de la vie de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de risques, des difficultés de trouver des financements, c'est vrai partout, c'est peut-être encore plus vrai ici, en Afrique. Première idée. Deuxième idée, le financement externe est utile, indispensable pour l'Afrique,
On peut faire des progrès ici sur le continent africain pour mieux mobiliser l'épargne intérieure, l'épargne domestique. Je veux dire, l'épargne informelle, elle est importante dans beaucoup de pays africains. Le problème, ce n'est pas de la tuer, elle est là, elle rend des services. C'est de multiplier les canaux entre l'épargne informelle et, j'allais dire, les banques, les intermédiaires financiers traditionnels. Bon, et je suis persuadé qu'on peut faire des progrès là-dessus sur la meilleure mobilisation de l'épargne informelle vers le financement de ce qu'il faut financer pour avoir plus d'investissement, plus de croissance et plus d'emplois. Dernier point, tout ce qui est développement de la microfinance. Également, ça va dans le sens, à mon avis, du développement économique. Je ne suis pas un fanat des crypto-monnaies parce que je trouve ça très spéculatif. Mais je veux dire, les jeunes et les moins jeunes parlent beaucoup de crypto, de bitcoin, etc. Bon, j'allais dire c'est amusant, sauf quand on perd de l'argent, mais c'est spéculatif. Moi, ce qui me plaît dans la finance, c'est quand la finance est au service de l'économie réelle. C'est-à-dire quand la finance sert à financer ce qu'il faut financer pour le développement inclusif, durable, financer l'investissement, les infrastructures, financer la transition énergétique, financer ce qu'il faut financer. Et donc, je répète, il y a des progrès à faire dans tous les pays africains, d'ailleurs comme chez nous aussi en Europe. Je ne suis pas en train de donner les leçons ici à l'Afrique, quand je viens de Paris, pour mieux mobiliser l'épargne domestique, pour essayer de la flécher vers le financement de ce qui permet d'améliorer la situation de l'économie réelle, c'est-à-dire de l'emploi. L'emploi des jeunes, c'est quelque chose d'important. Les jeunes, c'est fondamental, et leur emploi, c'est encore plus important, à mon avis. Et faire croître la taille du gâteau, je reprends mon image de tout à l'heure. Si vous êtes dans un pays où le gâteau se réduit, vous aurez une impossibilité à traiter les problèmes fondamentaux de ce pays, économiques, sociaux, culturels et tout ce que vous voulez. Il faut avoir un pays dont la taille du gâteau augmente, tout en respectant l'écologie et en traitant les problèmes d'inégalité. Parce que si on ne traite pas au sud, mais au nord aussi, chez nous, en Europe, comme aux États-Unis, les problèmes d'inégalité, on aura affaire à d'énormes problèmes sociaux très difficiles à traiter, sociaux et politiques. J'ai pas envie de parler de populisme, sujet à la mode, mais c'est quand même l'idée que j'ai en tête derrière ce que je suis en train de dire. Vous savez, moi je rêve d'une chose, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans nos diasporas, on a plein d'Africains qui réussissent à l'extérieur. Et ils sont sur tous les continents. Je rêve que tous ces artistes, tous ces sportifs, tous ces entrepreneurs qui, parce qu'ils ont réussi, ont une surface financière confortable, décident de mettre cet argent au service du développement du continent. Quand on arrivera à faire ça, on va avoir un appel d'air, parce que peut-être que les autres investisseurs qui, eux, ne sont pas africains, ont envie de voir les Africains investir eux-mêmes sur le continent pour venir après. Mais si nous-mêmes, on ne le fait pas, comment voulez-vous que les autres aient confiance pour venir le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je rêve et je lance un appel à notre diaspora, celle qui a les moyens, et ce n'est pas forcément 10 millions. Avec 10 000 euros, tu peux aider une petite entreprise à prendre son envol sur le continent. Donc si on met ces petites actions en place au fur et à mesure, je pense qu'on peut changer la donne sur les difficultés de financement que rencontrent nos entreprises sur le continent. Est-ce que ce n'est pas aussi, vous qui êtes entrepreneur, vous qui aidez les jeunes entrepreneurs à se développer, est-ce qu'il n'y a pas aussi le choc de culture? Par exemple, quand on parle de la diaspora, on n'a pas forcément les gens de la diaspora qui ont grandi en Afrique, qui comprennent. On n'a pas besoin de grandir en Afrique pour aimer l'Afrique. Non, je vais juste dire, être réaliste. Parfois, est-ce qu'ils ne regardent pas l'Afrique avec un autre œil? Ils se disent, ah ok, bon, l'Afrique, oui, originaire d'Afrique, mais bon, je suis coupé de la réalité de l'Afrique. Est-ce qu'ils sont forcément connectés avec le continent? Je peux faire un bout de réponse et tu réfléchis, okay, voilà. vas-y. Il ne faut pas sous-estimer l'attachement des Africains, où qu'ils se trouvent, à leur continent. Alors, vous avez raison. On peut les en vouloir, par exemple, quand il dit quelqu'un qui n'a pas forcément grandi en Afrique, quelqu'un... Oui,
Mais on a une double culture. C'est une richesse incroyable d'avoir une double, voire une triple culture. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a deux choses. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. En fait, il faut vous rendre compte que quand il y a des artistes du continent africain qui vont faire des concerts en France, par exemple, ils font salle comble. Pourquoi ? Parce qu'il y a un attachement à la culture. Qu'est-ce qui fait que les Africains gardent leur langue maternelle? La plupart continuent de la parler parce qu'il y a un attachement au continent. Moi, je n'ai pas grandi. Moi, je suis partie du Cap-Vert, j'avais 7 ans. Mais j'ai un profond attachement à ma culture capverdienne et à l'Afrique. Moi, je suis une vraie panafricaniste. Pourquoi ? Parce que mes ancêtres sont nés sur ce continent et parce que je me dis que ce que je sais faire en Europe, il y en a beaucoup qui savent le faire. Mais pourquoi j'ai décidé de revenir travailler sur le continent africain ? Parce que j'avais cet attachement-là. Et ne sous-estimez pas, il y en a beaucoup plus des Africains qui, bien qu'ils soient loin, sont attachés que ceux qui ne le sont pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a forcément qui en ont un. Et puis il y a une chose qu'il faut que je vous dise, Elie. La vie des étrangers ou des immigrés, parce qu'on n'est pas tous des étrangers, moi je suis française et fière de l'être, mais je suis une Française noire. Et on me le rappelle tous les jours. Donc ne sous-estimez pas la difficulté que c'est pour nous aussi, Africains, de vivre dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Les Pays-Bas ont basculé à l'extrême droite il y a à peine quelques jours. La Suède a basculé vers l'extrême droite. L'Italie a basculé vers l'extrême droite. La situation en Europe aujourd'hui, elle est extrêmement complexe pour les étrangers ou ceux qu'on considère comme étrangers ou les émigrés. Et il ne faut pas sous-estimer cette nécessité que nous avons de rester connectés avec nos cultures. Et n'oubliez pas que beaucoup d'Africains partent parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils avaient le choix de rester chez eux, je crois bien qu'ils resteraient. Voilà. Oui. Mais peut-être pour compléter, ce que je dirais, c'est que est-ce qu'on crée une entreprise seule ? C'est pas possible. Donc pour moi, la création d'une entreprise, même si on parle de start-up, généralement c'est une affaire c'est une équipe. C'est une boîte. C'est une équipe fondatrice. Et dans cette équipe fondatrice, si la personne de la diaspora ne connaît pas suffisamment le terrain, ben, on cherche généralement des associés qui ne sont pas des clones, qui ont des profils complémentaires. Et c'est cette complémentarité-là qui crée la force. Professeur, peut-être aussi pour entrer dans les rencontres économiques de Kigali, est-ce que ce qu'on est en train de discuter ici, ça rentre dans l'esprit même des rencontres économiques de Kigali ? Complètement, c'est-à-dire on a abordé les sujets qui vont faire l'objet des différentes tables rondes. On démarre demain matin avec une session sur la jeunesse. Elisabeth va se trouver dans une session sur les femmes. Toi, tu es dans une session sur la jeunesse. Moi, on va parler éducation, on va parler santé, on va parler... Tous les sujets économiques seront abordés. Moi, je m'occupe de 2 sessions. L'une sur, justement, réduire le coût d'emprunt pour les pays africains, ce qui est quand même... dans un contexte que je rappelais de hausse des taux d'intérêt, ce qui est fondamental. Et puis, on va parler des problèmes de coopération des places financières. Je voudrais ajouter quelque chose. N'oublions pas le numérique. Non, mais je l'oublie pas. Il y a une grosse session sur le numérique aussi. Non, mais je ne cherche pas à être exhaustif non plus. Je ne sous-estime pas, tu sais bien que je m'intéresse aux nouvelles technologies, l'innovation. Moi, je crois au rôle de l'innovation fondamental pour la croissance. La croissance, c'est 2 choses, c'est les talents et c'est l'innovation. Les 2 sont liés. Je voulais dire quelque chose, c'est que le contexte aujourd'hui, nos rencontres de Kigali, qui sont les premières et qui, j'espère, ne seront pas les dernières. C'est-à-dire que l'idée, c'est de refaire ça. Elles répondent aux besoins... D'une coopération nord-sud. Voilà. Coopération nord-sud, entre les autorités, les responsables de votre pays, le Rwanda, et puis nous, Cercle des économistes, qui existons dans le contexte français depuis 25 ou 30 ans. Ça se passe... On veut dégager des réponses, des solutions concrètes dans un contexte qui est quand même un peu compliqué au plan mondial, qu'on a rappelé pour démarrer. Mais on vit une période, vu les chocs que nous traversons, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, plus un Covid qui n'est pas fini, plus les défis du changement climatique, on vit une période très compliquée où, moi, ce qui me frappe,
pendant cet été 2023, qu'est-ce qui m'a frappé? C'est la réunion des BRICS, qui vont s'élargir, passer de 5 à 11. Et les pays du Sud, ils ont raison, essayent de s'entendre ensemble, mais vous avez une sorte de crispation nord-sud aujourd'hui. Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est passer de la crispation à la coopération et dégager des lignes de force qui, vous l'avez dit au début, Eddy, qui permettent de trouver, et ils existent, ils sont nombreux, des scénarios et des sujets sur lesquels le partenariat nord-sud ou sud-nord est gagnant-gagnant, ce qui est tout à fait compatible. Ce qu'a dit Elisabeth, qui me paraît très important, il faut que le Sud s'organise aussi. C'est-à-dire que l'intégration régionale, la coopération régionale en Afrique est quelque chose qui me paraît fondamental. Et plus l'Afrique sera convergente en elle, coopérative en elle, plus elle sera dans une position de rapport de force plus favorable pour discuter avec le Nord. Et tout à fait. Et j'ajouterais à ce que 30 secondes, Christian madame. de Boissieu vient de dire. D'abord, c'est au Convention Center à côté de Radisson Blu. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, à tous les âges, les étudiants, les entrepreneurs, les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, les seniors. Tout le monde peut venir et tout le monde est le bienvenu. Parce que je pense que le fait que le Cercle des économistes vienne discuter avec ces différents acteurs économiques du Rwanda, et pas que seulement le Rwanda, parce qu'il y a des personnes qui viennent de 4 coins du monde. Eh ben, c'est très important de dire que ça rentre aussi dans le cadre des nouvelles relations qui sont en train de se réécrire entre la France et le Rwanda. Et ces relations nord-sud, elles passent d'abord et avant tout par des femmes et des hommes avant que ce soit sur le papier. En tout cas, il n'y a pas meilleure façon de clôturer notre discussion de la soirée. Merci beaucoup à vous, Madame Moreno. Merci pour votre merci, invitation. professeur Christian, et à vous également, Christian, du pays continent, le Cameroun. Merci à tout le monde, merci à toutes les équipes au niveau de la régie, Caleb et tout le monde. Merci à vous, fidèles de l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.